Je m'appelle Salomé, j'ai 29 ans. Je suis quasiment non-voyante de naissance à cause d'une maladie génétique qui s'appelle l'amoureuse de Leber. Et je suis actuellement post-doctorante en bioinformatique dans un laboratoire de recherche qui est rattaché au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Alors j'ai eu la chance de grandir dans une famille très unie et très aimante. En fait mes parents ils sont tous les deux égyptiens, ils ont grandi en Égypte, ils se sont rencontrés en Égypte et ils ont fui le pays pour des raisons politico-religieuses. Quand ils se sont installés en France, ils ont dû eux-mêmes beaucoup se battre pour réussir à se construire une vie. Et je pense qu'ils nous ont beaucoup transmis ça en fait, le fait d'être courageux, même face à des situations difficiles et de rester attaché à ses convictions et d'être déterminé. Moi mes parents ils étaient pas du tout au courant qu'ils étaient porteurs chacun de la même mutation génétique, donc ils étaient pas du tout préparés au fait d'avoir une enfant déficiente visuelle, puisque en fait moi je suis l'aînée de 4 enfants, dont 2 déficients visuels, et donc ils étaient pas du tout préparés à avoir une enfant déficiente visuelle, donc ils ont dû courir à droite à gauche, voir une assistante sociale qui les a orientés vers l'hôpital, qui les a orientés vers des services d'inclusion scolaire. Donc ils ont vraiment découvert tout l'univers du handicap et particulièrement du handicap visuel. Mais ils ont toujours été malgré tout positifs dans la mesure du possible. Ils m'ont beaucoup appris quand j'étais petite. Par exemple, ils me faisaient goûter les choses, toucher les choses, ils me décrivaient les choses pour que même si je pouvais pas les voir, pour que je puisse me les imaginer d'une autre façon. Alors en fait moi j'ai commencé mon parcours en inclusion scolaire, c'est-à-dire que j'étais scolarisée dans une classe ordinaire, que ce soit en maternelle ou mon début de primaire. Et c'était très compliqué en fait parce que c'était avant 2005, donc avant la loi de l'inclusion, la loi qui prônait l'inclusion et qui disait que chaque personne en situation de handicap a le droit d'être scolarisée en milieu ordinaire. Donc comme c'était avant cette loi, c'était un petit peu compliqué. Les enseignants ils étaient très réticents à avoir une élève déficiente visuelle. Donc finalement mes parents ils ont fait le choix de me mettre à l'Institut national des jeunes aveugles entre ma CE2 et ma 6e. Et à l'Institut c'était un milieu assez protégé finalement parce qu'on était exclusivement entre déficients visuels. Donc on était 5 ou 6 par classe, tous déficients visuels. Les enseignants étaient complètement sensibilisés, ils étaient d'ailleurs parfois eux-mêmes déficients visuels. On avait nos livres en braille, on avait toutes les ressources dont on avait besoin. Donc c'était vraiment un milieu protégé où tout était adapté au handicap. Et là j'ai pu en fait commencer à apprendre les outils dont j'aurais besoin pour pouvoir retourner en inclusion. Donc j'ai appris le braille, j'ai appris à taper au clavier, à l'ordinateur, j'ai appris à dessiner des schémas en relief, ce genre de choses. Mais en fait, dès ma fin de 6e, les professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles ont dit à mes parents que ça serait bien que je retourne en inclusion, que j'avais un bon niveau et que c'était dommage que je reste dans ce milieu très protégé qui en réalité n'était pas du tout représentatif du milieu extérieur. Mes parents m'ont laissé le choix, ils m'ont dit c'est comme tu veux. On voit que t'es bien, que t'es épanouie à l'institut, mais on te prévient quand même que si tu restes là longtemps, l'adaptation va être d'autant plus difficile quand tu vas en ressortir. J'étais jeune mais j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit autant se confronter à la vraie vie dès maintenant. Et je suis ressortie de l'institut pour retourner en inclusion de la 5e à la terminale, au collège-lycée Victor Duruy dans le 7e arrondissement. Alors c'était pas évident du tout parce que pour plusieurs raisons. D'abord à cause de mon handicap. Donc malgré la loi 2005 sur l'inclusion, il y avait toujours des grosses réticences de la part des enseignants, notamment dans les matières scientifiques qui pourtant étaient les matières qui me passionnaient le plus. Et c'était pas évident parce qu'au-delà du handicap, en fait, moi je venais pas du tout du même milieu social que les élèves qui étaient scolarisés à Victor Duruy. En fait, moi j'étais scolarisée là-bas pour pouvoir être en internat à l'institut et continuer de me perfectionner dans les outils de compensation du handicap dont j'avais besoin. Mais c'était pas du tout mon milieu social, c'était vraiment... moi je venais d'une banlieue un peu difficile et je me retrouvais avec des enfants de députés, de sénateurs, de diplomates.
Les enseignants, en fait, pour la plupart, ils étaient réticents parce que tout simplement, ils n'y connaissaient pas grand-chose. Ils n'étaient pas du tout formés à s'occuper d'une personne en situation de handicap. Alors, il y a ne pas être formé, ce qui peut être normal parce qu'un enseignant ne va pas non plus se former à tous les types de handicap possibles, c'est très compliqué. Mais ils n'étaient pas sensibilisés. C'est-à-dire que pour eux, si ce n'est qu'avoir une discussion lambda avec moi, c'était toujours une source d'inquiétude. C'était mais comment je peux t'expliquer ça alors qu'en fait il suffit d'être un petit peu plus descriptif dans ce qu'on explique, mais ils étaient juste très stressés finalement. Et donc finalement, dès très jeune, j'ai dû commencer à essayer de rassurer mes enseignants, alors que quelque part peut-être j'aurais eu besoin moi-même d'être rassurée à ce moment-là, parce que moi j'étais jeune, hein, j'avais 14 ans, 15 ans, j'étais moi-même très stressée, je voulais réussir ma scolarité, parce que je voulais faire des études, je savais déjà que je voulais faire des études et je savais que je voulais que mes parents soient fiers de moi surtout. Donc c'était très important pour moi de réussir ma scolarité. Et donc je me mettais une certaine pression, je devais pas trop communiquer mon stress à mes enseignants et au contraire je devais essayer de les rassurer en leur disant mais vous inquiétez pas, je suis vraiment volontaire, je suis motivée, il suffit juste que vous prépariez vos contrôles un petit peu à l'avance et que vous les envoyiez à l'institut pour qu'on me les transcrive en braille. Bon, il s'avère qu'au bout de quelques mois, ils finissaient plus ou moins par s'adapter à la situation. Même si ça m'arrivait de ne pas avoir mes sujets d'examen, de devoir me les faire dicter alors que le contrôle avait déjà commencé pour les autres. L'Institut était censé assurer un certain suivi par rapport notamment aux ressources scolaires, donc ils étaient censés par exemple adapter mes livres en braille. Malheureusement, ils recevaient la liste des livres que à la rentrée, et transcrire un livre en braille, surtout quand c'est un livre de sciences, ça peut prendre des mois. Donc bien souvent, j'avais mes livres scolaires au mois d'avril, au mois de mai, au moment où c'était bien trop tard finalement. Donc j'ai dû aussi commencer à développer des stratégies pour compenser ça. Par exemple, aller au CDI de l'Institut, chercher des livres qui n'étaient pas forcément les livres de l'édition qu'on utilisait en classe, et un petit peu en autodidacte, faire des exercices, lire les cours, parce que c'était les seules ressources que j'avais à disposition. Après, par rapport aux élèves, les élèves, ils étaient extrêmement durs. Franchement, ouais, 4e, 3e, c'est peut-être encore aujourd'hui, je garde un souvenir très dur de cette période. Je pense qu'on ne leur a jamais parlé du handicap et ils comprennent pas, et ce qu'on comprend pas, ça nous fait peur, je pense. Et au-delà de ça, dans les classes de collège, on cherche toujours un bouc émissaire, et moi en fait j'étais un peu le bouc émissaire facile. Donc finalement, j'ai vraiment connu l'indifférence, mais j'ai connu aussi les moqueries, le harcèlement scolaire. Et ce qui m'a beaucoup aidée à surmonter ça, c'est ma famille, et c'est le fait de garder en tête mon objectif qui était vraiment de réussir mes contrôles. Donc je passais beaucoup de temps à réviser, à rattraper mes cours, et je lisais beaucoup aussi. Pour moi, lire c'était important, ça me permettait de m'échapper dans d'autres mondes, et à partir du moment où j'ai commencé à bien maîtriser le braille, je lisais beaucoup. Alors ça m'est arrivé de me sentir extrêmement seule. Quand je rentrais à l'internat le soir, en fait, il y avait les autres déficients visuels qui, eux, étaient scolarisés au sein même de l'Institut et qui traversaient pas ces difficultés-là, et le soir, eux, ils avaient pas besoin de rattraper leurs cours. Donc ils me disaient « Ah, tu veux qu'on aille faire un jeu de société ?» etc. Et moi, j'étais un petit peu... Bah non, je suis désolée, moi j'ai pas réussi à comprendre mes cours aujourd'hui et je dois absolument les rattraper. Donc j'étais un peu seule parce que au collège et au lycée j'étais relativement seule, et à l'institut il y avait quand même un décalage entre les élèves qui étaient scolarisés au sein de l'institut et moi. Et je les enviais un petit peu de pas avoir ces difficultés-là. Et en même temps je me forçais à me répéter que ça allait finir par payer, c'est-à-dire que j'avais déjà l'habitude de certaines difficultés, que quand j'irai plus tard à l'université ou que quand j'aurai un travail, j'aurai déjà l'habitude en fait, j'aurai déjà l'habitude d'échanger avec des personnes valides, de parler de mon handicap. J'essayais de me rassurer et de continuer de m'accrocher au fait que le plus important pour moi c'était de réussir. Donc d'avoir des bonnes moyennes, d'être dans les premiers de la classe, ça a toujours été un objectif important pour moi.
Alors déjà quand j'ai émis l'envie de faire un bac scientifique, ça a été tout un problème au lycée. On m'a conseillé d'aller plutôt vers une voie littéraire parce qu'on m'a dit mais tu vas avoir besoin de plus d'adaptations en sciences et tu les auras pas à temps et il y a vraiment de grandes chances pour que tu n'arrives pas à rattraper tes cours. Et voilà, j'ai beaucoup insisté pour aller quand même en sciences parce que moi depuis toujours j'ai toujours été passionnée par les sciences. J'ai toujours cherché à comprendre comment le monde qui nous entoure fonctionne, qu'est-ce que c'est la lumière, qu'est-ce que c'est l'électricité, comment ça marche, avec une passion particulière pour la biologie. La biologie, c'est toujours une science qui m'a fascinée parce que c'est à la fois une science et à la fois plus qu'une science, puisque dans la vie, il y a quelque chose d'insondable, de mystérieux. Et j'aimais bien en fait cette contradiction qu'il y a dans la vie, à la fois quelque chose de mystérieux et à la fois quelque chose qu'on essaie de capturer par la science. Pour moi, la voie normale, entre guillemets, la voie classique quand on aime bien la biologie, c'était de faire médecine. Mais j'ai très vite pris conscience que c'était inenvisageable. Moi-même, en tant que déficiente visuelle, j'irais pas voir un médecin qui est déficient visuel, tout simplement parce qu'il faut pouvoir examiner le patient. Donc je savais que ce serait ni bon pour moi, ni bon pour un patient d'exercer ce métier. Et donc pendant ce bac S, j'ai continué de vouloir explorer la biologie. Moi au lycée, j'avais vraiment des bonnes moyennes en SVT. Et puis toujours cette petite hésitation parce que les gens, les profs, mes parents, tout le monde autour de moi a commencé à me dire mais c'est pas possible de faire des études de bio quand on voit pas, il faut que tu trouves une autre voie. C'est pas possible, c'est inenvisageable de faire de la biologie quand on voit pas. Ma réponse à ça c'était de dire mais en fait on n'en sait rien. Tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir si c'est impossible. Donc je savais que ce serait très dur, je savais que ce serait peut-être impossible, peut-être que ça se révélerait impossible, mais pour ne pas avoir de regrets et pour suivre ma passion, mon rêve de faire de la biologie. Après l'obtention de mon bac, je me suis orientée vers une licence de sciences du vivant à Sorbonne Université. Contrairement à ce que j'imaginais, l'université n'était pas du tout préparée à recevoir une personne déficiente visuelle. N'était absolument pas préparée, c'est-à-dire que alors, à l'université, il y a un service qui s'appelle le service handicap santé étudiante, le SHSE. Et au sein de ce service, il n'y avait aucune personne formée à la déficience visuelle. Pourquoi ? Parce qu'on était sur un campus de sciences et que tout le monde partait du principe que de toute façon, il n'y a pas de déficient visuel en sciences. Alors, ça a pu être le cas avant que j'arrive. Il y avait une ancienne directrice qui était très active dans tout ce qui est accessibilité des sciences, mais au moment où moi je suis arrivée, en tout cas, il n'y avait vraiment aucune ressource, ni humaine, ni matérielle, pour faire des sciences à l'université. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand je me suis inscrite en licence de sciences du vivant, une des personnes du service handicap santé a dû aller suivre une formation pour savoir comment adapter en relief des schémas, comment fonctionne le braille, comment numériser des documents. Donc la personne était en train de se former, mais en même temps que moi, je devais m'adapter au milieu universitaire. Donc c'était très compliqué. Les premiers mois de mes études, j'avais vraiment aucune adaptation. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû par moi-même essayer de trouver les moyens d'adapter mes cours. Donc ça a été le cas en première année et ça a été le cas en fait pendant toutes mes études. J'ai dû trouver des stratégies pour compenser mon handicap et accéder à des cours qui sont extrêmement visuels. Parce qu'en biologie, et encore plus en biologie que dans d'autres sciences, on ne communique que par les dessins, les figures, les graphiques, les schémas. Et puis on a des observations au microscope, on a des travaux pratiques avec des dissections ou de la biochimie. En première année, des stratégies comme ça, j'en avais quelques-unes déjà. J'utilisais des Lego pour modéliser les molécules, des Lego tout bêtes achetés à la grande récré. J'utilisais des feuilles plastifiées pour faire des schémas en relief. J'allais voir les enseignants en fait et je leur demandais de dessiner dans la paume de ma main ce qu'ils venaient de faire au tableau. Alors ils étaient très sceptiques au début, mais finalement à l'université, ce que les profs aiment bien, c'est quand même qu'on s'intéresse à leurs cours, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, mais il y en a beaucoup qui sont sur leur téléphone ou en train de dessiner sur leurs feuilles.
Et donc le fait que quelqu'un s'intéresse vraiment à leur cours, finalement, ça finissait par attirer leur attention. Donc même s'ils étaient très réticents à m'aider au début, ils finissaient quand même par se dire bon bah au moins elle est intéressée. Donc j'avais ça, je passais beaucoup par le toucher en fait. Je leur demandais de dessiner les schémas dans la paume de ma main et moi ensuite je m'en faisais une petite description que je notais sur mon ordinateur. Grâce à ces petites stratégies qui sont quand même très coûteuses en temps et en énergie, j'ai validé ma première année avec de très bonnes notes. Mais malgré ça, en fait, j'ai été convoquée par la direction de la licence qui m'a gentiment demandé d'aller suivre un autre parcours universitaire parce qu'ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens matériels de m'aider, que c'était trop de ressources de former une personne au handicap visuel et que de toute façon, j'avais aucun projet professionnel envisageable en biologie et que donc il fallait que je m'en aille. Voilà, même si aux yeux de la loi, ils n'avaient pas vraiment de légitimité à m'empêcher de me réinscrire, ils feraient pas grand chose pour m'aider. Et là ça a été vraiment très très dur. L'été entre ma première et ma deuxième année de licence, ça a été extrêmement difficile. J'en suis même arrivée à me demander si ça valait le coup de continuer parce que malgré les bonnes notes que j'avais eues, malgré les interactions très intéressantes que j'avais eues avec mes enseignants, malgré le fait que j'étais tellement contente parce que j'apprenais, j'étais vraiment fascinée par ce que j'apprenais. Je me disais, mais en fait, si même la direction est contre moi, parce que c'est une chose qui ne m'aide pas, mais qui soit vraiment ouvertement contre moi, là, je me suis dit, mais c'est compliqué. et malgré tout, je me suis dit, si j'arrête maintenant, je pourrais pas répondre à cette fameuse question de est-ce que c'est possible ou non de faire de la biologie quand on voit pas. Je pourrais pas me dire c'est bon, tout ce que tu pouvais essayer de faire, tu l'as fait. Et c'est juste qu'il faut arrêter parce que c'est pas possible. Parce que jusqu'à présent, moi, ça me paraissait difficile, très difficile, mais ça me paraissait possible. La preuve, c'était que j'avais validé mon année. Donc, je me suis inscrite en deuxième année de licence. J'ai commencé aussi à utiliser de la pâte à modeler pour notamment la biologie du développement, où on étudie le développement de l'embryon. J'ai utilisé des insectes en plastique pour pouvoir compenser le fait que je pouvais pas les observer à la loupe comme les autres. En fait, j'ai commencé à apprendre plein de choses par cœur. Par exemple, quand je savais qu'on allait faire des observations au microscope, j'apprenais exactement quelle forme, quelle structure. Finalement, ça m'est même arrivé d'orienter mes camarades voyants en leur disant normalement, tu devrais voir des cellules rectangulaires qui contiennent telle ou telle structure si tu arrives à bien faire ta mise au point. Et ça, c'est quelque chose qui, mine de rien, a fini par payer parce que les enseignants remarquaient ça. Et ils remarquaient qu'en fait, le fait que moi, je fasse pas les travaux pratiques, mais que je sois quand même présente, c'était assez moteur pour le reste de la classe parce que finalement, moi, j'étais très concentrée sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, mais sans être prise dans les problèmes techniques de « Ah mince, je suis pas sûre d'avoir mis le bon produit dans le bon tube, etc. » Et finalement, pour valider mes travaux pratiques, par exemple, je me mettais en binôme. Je devais convaincre cet étudiant que « Ok, tu peux te mettre avec moi, je sais que je pourrais pas t'aider pour l'expérience, mais t'inquiète pas, on aura le meilleur compte-rendu. » Et c'était un petit peu du bluff, parce que finalement, après, j'étais obligée de faire en sorte qu'on ait vraiment un bon compte-rendu. Et ça me forçait à beaucoup travailler pour compenser mon handicap. Mais finalement, ça se passait très bien et effectivement, on avait des bons comptes rendus et j'ai plus eu de soucis à partir de ma deuxième année pour trouver des binômes en travaux pratiques. Ce qui m'a aidée aussi, au-delà du fait que les enseignants commençaient à se rendre compte que j'étais vraiment passionnée et que j'étais très volontaire, ça a été de commencer à travailler avec d'autres étudiants. Donc en fait, petit à petit, avec les autres étudiants qui se mettaient au premier rang, donc souvent des étudiants qui sont vraiment très motivés à suivre le cours, on a formé un groupe d'entraide dans lequel on avait tous nos propres difficultés. Donc moi, c'était la vue et on travaillait ensemble, on faisait nos fiches de révision ensemble, on refaisait les exercices de travaux dirigés ensemble. Et ce groupe a été vraiment une grande source d'épanouissement pour moi parce que c'était aussi un groupe d'amis finalement dans lequel on s'entendait bien, dans lequel on s'entraidait, dans lequel on partageait nos paquets de gâteaux en douce à la bibliothèque. Voilà. Donc j'ai obtenu ma licence de sciences du vivant mention bien en 2017, puis un master de biologie moléculaire et cellulaire mention très bien en 2019. Et pendant mon master, en fait, je me suis spécialisée en génétique, parce que c'est vraiment une discipline qui m'intéressait beaucoup.
Pour valider la deuxième année de master, il fallait faire un stage de 6 mois dans un laboratoire de recherche. Donc là, c'est posé la question de qu'est-ce que j'allais faire en stage dans la mesure où c'était inconcevable pour moi de travailler à la paillasse, donc de faire des expériences en laboratoire. Là, j'ai un prof en fait, que j'avais eu en cours de génétique en 3e année de licence puis en 1re année de master, qui m'a prise en affection et qui a vraiment été un catalyseur dans mes études. Parce qu'il m'a dit écoute, je vois ta volonté, je vois à quel point tu t'es battue pour en arriver là, et je ne permettrai pas que tu valides pas ton master juste parce que tu trouves pas de stage. Donc il m'a dit, même si tu trouves pas de stage, on arrivera à trouver une solution. Tu feras une synthèse bibliographique, tu feras quelque chose dans mon équipe, on finira par trouver un moyen. Et il m'a dit, essaye quand même de t'intéresser à la bioinformatique. Et moi j'étais un petit peu en mode, mais la bioinformatique c'est quoi ? Et là je me suis renseignée. Et en fait, la bioinformatique, c'est l'utilisation de l'outil informatique pour répondre à des questions de biologie. Ça se base sur le fait qu'aujourd'hui, en biologie, on produit énormément de données, notamment à cause du séquençage de l'ADN. Aujourd'hui, on est capable de séquencer l'ADN d'un être humain en quelques heures. Mais ensuite, ça nous fait un gros fichier avec plein de lettres, T, A, A, C, G, qui s'enchaînent comme ça sur des milliers de lignes. Et ça, il faut pouvoir l'analyser. Et moi je me suis dit mais en fait peut-être que ça pourrait devenir accessible. Peut-être que si j'arrivais à m'approprier certains outils de bioinformatique, je pourrais poursuivre en recherche. Sauf que j'y connaissais vraiment rien, j'avais jamais vu une seule ligne de code de ma vie. Et donc je me suis dit mais bon, qu'est-ce que je vais faire ? Donc j'ai commencé à chercher un stage et j'allais passer des entretiens dans différents laboratoires et je leur demandais quels outils de bioinformatique ils utilisaient. Et je les testais ensuite sur mon ordinateur pour savoir s'ils étaient accessibles. Et finalement, c'est ce fameux prof de génétique qui m'a dit nous, on recherche quelqu'un en bioinformatique justement. Donc viens faire ton stage dans notre équipe, on te laissera le temps qu'il te faut pour te former un petit peu en autodidacte. Nous, on peut pas t'aider parce qu'on n'est pas bioinformaticien, mais on te laissera le temps. Donc j'ai accepté et pendant les vacances de Noël qui ont précédé mon stage, j'ai commencé à regarder des tutoriels, des forums en ligne et petit à petit j'ai commencé à me former aux bases de la programmation. Pendant mon stage, j'ai continué de me former en autodidacte et ça m'a permis d'analyser des données expérimentales générées par cette équipe et d'avoir des résultats très intéressants qui m'ont permis d'écrire mon mémoire et de valider mon master. Et ça a aussi incité mon équipe d'accueil à me proposer de poursuivre en thèse. Et pour moi c'était incroyable, c'était je vais pouvoir continuer en recherche, je vais pouvoir continuer à être contente d'aller au travail chaque matin parce que je vais pouvoir explorer une question de recherche en biologie. C'était assez difficile d'avoir suffisamment confiance en moi pour dire oui parce que je me disais mais la bioinformatique j'y connais rien, j'ai commencé à me former il y a quelques mois à peine, est-ce que vraiment je vais réussir à faire une thèse ? Et puis je me suis dit je pense qu'une des choses qu'on apprend en thèse c'est d'apprendre tout simplement. Donc je me suis dit pendant ma thèse, je vais avoir le temps et je vais faire le maximum pour essayer de me former à ces outils et à devenir une vraie bioinformaticienne entre guillemets. Et ce qui était chouette, c'est que finalement, de par le fait que j'avais un bagage de biologiste, j'arrivais à interagir aussi bien avec des bioinformaticiens qu'avec des biologistes. J'arrivais à faire un peu l'interface entre les deux, puisque moi je comprenais les expériences de biologie, pourquoi on les faisait, comment on les faisait, les résultats qu'on attendait en fait. Et du coup, j'arrivais à être très proche de la biologie dans mes analyses informatiques et c'est quelque chose qui plaisait beaucoup à mon équipe. Alors mon sujet de thèse, en fait, il consistait à étudier l'ensemble des protéines produites par la cellule pour essayer d'identifier des signaux qui permettent à la cellule de savoir dans quel compartiment elle doit orienter ses protéines. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que la cellule, elle est compartimentée, elle est composée de plusieurs compartiments qui sont séparés les uns des autres, comme une maison en fait avec plusieurs pièces. Et la question c'était de se dire, ok, les protéines sont toutes fabriquées au même endroit dans la cellule, comment est-ce qu'ensuite elles atteignent leur destination finale, comment elles sont envoyées dans le bon compartiment. Donc c'était beaucoup d'analyse informatique de l'ensemble des protéines de la cellule pour justement identifier des signaux, pour identifier des sous-groupes de protéines qui avaient par exemple le même signal et la même destination finale dans la cellule. Pendant ma thèse, j'ai identifié un signal qui est très important pour la destinée de certaines protéines qui sont adressées aux mitochondries. C'est le compartiment cellulaire qui produit l'énergie
dont la cellule a besoin pour assurer l'ensemble de ses fonctions. Et ça a donné lieu à une publication et ça m'a permis de rédiger une thèse que j'ai soutenue en juillet 2023 avec les félicitations du jury. Ah, c'est difficile parce qu'en fait, j'ai tout simplement fait ce que j'aime. Je me suis battue pour faire ce que j'aime, donc je suis très contente de l'avoir fait. Et si je regardais mon parcours d'un point de vue extérieur, je me dirais juste ah bah c'est cool, elle fait ce qu'elle aime, malgré toutes les difficultés. Si j'avais la possibilité de parler à une version plus jeune de moi, ce que je lui dirais c'est aie confiance dans cette intuition que tu as au fond de ton cœur, même si tu peux pas vraiment la définir rationnellement. Mais suis cette intuition. C'est difficile de pas douter, surtout quand on navigue complètement à contre-courant tout le temps. C'est très difficile de pas se dire et si tout le monde avait raison finalement, et si tout le monde avait raison, et si c'était impossible, et si je perdais du temps. Et j'étais tout le temps en train de me rassurer, c'est-à-dire j'étais tout le temps en train de me dire ouais mais de cette façon t'auras pas de regrets, mais dans tous les cas t'apprendras des choses passionnantes et ça sera pas du temps perdu. Mon bac de SVT, j'ai eu 20. Et ma prof de SVT m'a dit ouais, ce serait quand même dommage de pas essayer. Honnêtement, je pense que ça n'aboutira pas. Et je suis désolée de te dire ça, je pense que ça n'aboutira pas. Mais c'est vrai que c'est dommage de pas essayer. Donc j'ai déjà eu des petits encouragements qui étaient toujours nuancés de ça va être compliqué. Je l'utilise quotidiennement, déjà dans mon travail parce que en fait, dans mon travail, aujourd'hui, je suis amenée à produire des graphiques pour présenter mes résultats. Parce que une personne voyante, elle marche comme ça. Je peux pas lui montrer juste un gros tableau de chiffres. Son cerveau va pas assimiler ce qui se passe. Donc, je dois lui montrer un graphique. Donc, moi-même, en fait, en permanence, j'écris des programmes informatiques qui génèrent des graphiques, mais j'ai quand même besoin d'un moyen de vérifier que mon graphique s'est fait correctement. Donc, je les charge dans une intelligence artificielle, qui peut être ChatGPT ou Be My Eyes, et l'intelligence artificielle me le décrit et moi je vois si ça correspond ou non à mes données, à ce que je voulais faire. Après je l'utilise aussi dans mon quotidien, c'est-à-dire pour identifier une boîte de conserve, pour un panneau dans la rue, pour un menu au restaurant, je l'utilise en permanence, l'intelligence artificielle pour tout ce qui est description d'image. En fait, c'est quelque chose que je m'applique à faire dans ma vie, c'est de ne pas avoir d'amertume et de surtout pas vouloir me venger d'une quelconque façon. Maintenant, si je les croisais, je leur dirais quand même. Je me permettrais quand même de leur faire la remarque de je suis quand même là finalement. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé de croiser un des directeurs de la licence et de lui dire coucou, je suis en postdoc maintenant, j'ai eu une thèse en biologie et souvent ils sont un peu gênés. Ils me disent bravo et tout, mais ils sont un peu gênés quoi. J'essaye de pas éprouver de colère ou quoi et de juste me dire que si les gens sont réticents tout le temps, c'est juste à cause de l'ignorance en fait, tout simplement. Après, c'est vrai que je trouve qu'en France, on n'a pas pour habitude d'encourager l'ambition, la prise d'initiative et ça, je trouve ça dommage. Parce que moi, j'ai des amis qui, alors ils sont pas en sciences, mais ils ont fait des stages au Canada, en Allemagne, etc. C'était pas du tout la même réaction face au handicap. Là, en France, je suis vraiment désolée de le formuler comme ça, mais c'est de toute façon, si tu galères trop dans tes études ou quoi, t'as des allocations, vis de tes allocations, et juste laisser ces gens-là comme ça, pour moi, c'est pas une solution. Au contraire, les encourager à dire moi je suis intéressée par telle chose, je sais que pour l'instant c'est pas adapté mais peut-être que je peux essayer, pourquoi pas finalement, plutôt que de les laisser dépérir dans leur coin.